RFM Midi. RFM Midi. Mesdames, Messieurs, bonjour. Il est midi partout au Sénégal. Bienvenue dans cette principale édition de la mi-journée. Souleymane Niang. À la une de l'actualité de ce grand journal, le Conseil constitutionnel, un nouveau membre va rejoindre la haute juridiction, mais pas pour remplacer le président Mamadou Badio Camara, décédé. Le magistrat à la retraite Mohamedou Bachir Seye succédera à Mohamedou Diawara en fin de mandat. Nouvelle demande de levée de l'immunité parlementaire du député Moustapha Diop. Un ancien parlementaire dans ce journal nous explique pourquoi il faut une nouvelle procédure. Rejet systématique des offres de cautionnement de Farba Ngom. Ses soutiens s'en offusquent. Nous irons à Matam. Nous évoquerons la semaine mondiale de la vaccination qui démarre ce jeudi. Au Sénégal, la couverture vaccinale est de 90% de la population cible. Toutefois, des zones rouges subsistent et on note des résistances contre le vaccin contre le cancer du col de l'utérus chez les jeunes filles. À la mise en œuvre de ce journal, Abdelkader Lo. Souleymane Niang. Le Conseil constitutionnel accueille un nouveau membre. Le magistrat à la retraite, Mohamedou Bachir Seye, remplace Mohamedou Diawara, dont le mandat est arrivé à terme. La nomination est intervenue avant le décès du président du Conseil constitutionnel, Mamadou Badio Camara. Et c'est en début de semaine prochaine que le nouveau juge constitutionnel va prêter serment. On fait plus ample connaissance avec Mohamedou Bachir Seye, avec Koumba Sandiane Faye. Il prend fonction lundi prochain. Mohamedou Bachir Seye a été premier président de cour d'appel, président du tribunal régional hors classe de Dakar, conseiller à la Cour suprême, là où il a pris même sa retraite. Un magistrat réputé être discret qui va désormais intégrer le Conseil constitutionnel, arbitre suprême en matière électorale et garant du respect de la Constitution. Une haute juridiction qui fait beaucoup parler d'elle. Le juge Bachir Seye, un produit de l'École nationale de la magistrature, a eu à gravir les échelons. Il a occupé plusieurs fonctions, voire même hautes dans les différentes juridictions civiles et pénales. Plusieurs décennies d'expérience dans la justice. Durant toute sa carrière, le nouveau membre du Conseil constitutionnel s'est forgé une réputation de magistrat impartial et rigoureux. Ceux qui l'ont connu le décrivent comme un homme au jugement équilibré, dont sens de l'éthique reconnu. Sa trajectoire est marquée par le respect des procédures et des principes de l'état de droit. Selon les collaborateurs, le juge Seye place l'intégralité au cœur de sa pratique professionnelle. La nomination du juge Mohamedou Bachir Seye à cette haute juridiction est saluée par plusieurs acteurs du monde judiciaire grâce à son expérience, sa droiture et sa connaissance du fonctionnement de la justice. Venons-en maintenant à cette nouvelle demande de levée d'immunité parlementaire, du député Moustapha Diop sur l'affaire concernant les fonds force Covid-19. Un parlementaire de la 13e législature explique la procédure. Selon Théodore Monteil, c'est l'article 52 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale qui le définit. Pour chaque affaire concernant le député, il faut l'introduction d'une demande de levée de l'immunité parlementaire. Il est joint par Awambaye. Pour être clair, il faut consulter l'article 52 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale qui stipule que pour chaque levée d'immunité parlementaire, il est mis en place une commission ad hoc. Donc, un député, lorsqu'on veut le poursuivre, lorsque le procureur veut le poursuivre, c'est le procureur général auprès de la Cour d'appel qui écrit au ministre de la Justice qui transmet à l'Assemblée nationale. Donc, les affaires ou l'affaire doit être clairement explicitée dans la lettre. Donc, quand cette poursuite est clôturée, pour poursuivre le député sur d'autres faits, il faut faire une nouvelle demande de la levée de l'immunité parlementaire. Dans le cas présent, l'honorable député Moustapha Diop a fait l'objet d'une demande de son immunité parlementaire pour une affaire concernant la gestion de la produit. Donc, c'est une supposée histoire de détournement dont la principale accusée est Tabaski Ngom, je pense. Donc, cette affaire n'a rien à voir avec le rapport de la Cour des comptes sur la gestion du fonds Covid-19.
il faut une autre demande de levée de l'immunité parlementaire pour que Moustapha Diop puisse être poursuivi par la Haute Cour de justice en tant que ministre. À Matam, les partisans de Farba Ngom sont dans tous leurs états. Ils fustigent les rejets systématiques de ces dépôts de cautionnement pour retrouver la liberté. Après une tournée de sensibilisation, les notables des Agnam se sont retrouvés à Agnam Tchadaï pour une rencontre avec la presse locale afin de dénoncer un règlement de compte politique selon leurs propres mots. Leur rassemblement a été dispersé par la gendarmerie. Matam Ali Bandelnian. Après les émeutes qui avaient suivi son arrestation il y a quelques mois, les séances de prière dans les mosquées et la mobilisation des chefs religieux, les rejets des cautionnements de Farba Ngom auprès de la justice irritent les populations du Bosséa. Dénonçant un règlement de compte politique, les soutiens du député maire des Agnam se sont retrouvés à Agnam Tchadaï pour remettre en cause l'indépendance de la justice de notre pays. Alassane Soudi Zoro de la ville de Thilogne, porte-parole du jour. Nous dénonçons cet acharnement politique contre la personne Farba Ngom, notre leader incontestable qui est resté invincible dans le Bosséa, dans le Fouta tout entier. Acharnement, oui, parce que le commanditaire politique du régime en place a fait plusieurs sorties. Chère population, le pôle judiciaire financier n'a fourni aucun élément précis sur les accusations portées contre l'honorable député Farba Ngom. Ainsi, le rejet de la caution déposé par ses avocats. Une telle opacité suscite des doutes légitimes sur la véritable intention de cette démarche ou d'une manœuvre politique pour servir des objectifs partisans. Cette situation démontre une volonté manifeste d'intimider le député maire des Agnam dont la popularité augmente. C'est juste à la fin de cette déclaration devant la presse locale que des éléments de la gendarmerie sont intervenus disperser la foule. Injustice, selon Amadou Yeroba, il est le maire de Horef. La gendarmerie nous a demandé de ne pas faire un point de presse dans une maison privée. Et depuis l'arrestation de Farba Ngom jusqu'à présent, la population de Bosséa est restée civilisée, mais cette population matée n'a même pas le droit de faire un point de presse. Nous sommes des Sénégalais, nous voulons que nos droits soient respectés. Toutefois, il faut rappeler que ce rassemblement des soutiens de Farba Ngom n'a pas été déclaré auprès des autorités administratives locales. Leur message passé, les notables, hommes et femmes mobilisés à cet effet, sont rentrés sans aucune arrestation. Matam, Ali Bandelnian, RFM. RFM, la radio de toute l'actualité. On l'a appris ce matin, à Ziguinchor, le regroupement des transporteurs a mis fin au mouvement d'humeur qu'il avait initié pour protester contre la concurrence imposée par la compagnie de transport interurbain Machallah. Parallèlement, les 7 personnes arrêtées lors des manifestations ont été déférées au parquet et placées sous mandat de dépôt. Elles seront jugées en flagrant délit mardi prochain. 4e édition du Forum sur l'emploi et l'employabilité. Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, appelle les acteurs au dialogue afin de sauvegarder l'intérêt des travailleurs. Le président est revenu sur le nouveau code du travail qui, pour lui, va réformer le milieu du travail. Le thème de cette édition est « Défis et perspectives pour un Sénégal souverain, juste et prospère ». Écoutons le président de la République. La révision de la convention État-employeur pour l'adapter aux exigences actuelles du marché du travail. Outre l'insertion de 3500 jeunes en 2025. Les réformes en cours pour disposer du nouveau code du travail et de la sécurité sociale afin d'assurer une meilleure protection sociale qui sera étendue aux acteurs de l'économie informelle. À cela s'ajoutent les initiatives en matière d'employabilité dans le domaine de la formation professionnelle et technique, avec notamment la mise en œuvre du programme de l'apprentissage de masse, le projet de formation pour l'autonomisation des femmes, le projet de formation des talibés dénommé Dara Atelier, la généralisation de l'internalisation des modules sur l'entrepreneuriat dans les filières de formation et l'insertion des centres d'incubation dans les établissements de formation professionnelle et technique, le renforcement du dispositif innovant d'insertion des jeunes à travers les masterclass et les caravanes de l'insertion et la mise en place d'une plateforme nationale d'insertion professionnelle. Tout cela moulé dans la grande offensive pour la formation professionnelle. Pour méritoire que soient les actions menées, le défi ne peut être relevé que dans un climat social apaisé. Pourquoi il est important d'instaurer un dialogue responsable entre le gouvernement, les organisations d'employeurs et les organisations syndicales des travailleurs ainsi que la société civile. C'est cela le garant d'un cadre d'épanouissement aux entreprises et la sauvegarde des intérêts des travailleurs. Le dialogue doit être permanent, surtout en temps de paix, qui offre plus de calme et de sérénité propice
à des opportunités de résultats constructifs pour un environnement économique et social sain. À 12h10, on reparle du conflit foncier à Djahaï sur le titre foncier 1393R. L'affaire qui devait être enrôlée ce jeudi par le tribunal de Dakar a de nouveau été renvoyée. Les propriétaires du terrain, estimés à plus de 2 hectares, sont désemparés. Ils accusent des hommes d'affaires et des promoteurs privés de vouloir s'emparer de leur foncier. Le dossier est pendant devant la justice depuis 2018. Voici leur porte-parole, Emmanuel Nian, au micro d'Aminataba à Kermassar. Le dossier est introduit dans la justice depuis 2018. Le jour où un certain Libas Sen, accompagné d'un douanier, se sont présentés avec un fameux titre foncier, le titre foncier 1648, pour une certaine mutuelle de la douane, soit disant que le terrain était à eux, alors que le terrain a été acquis bien en avance. À chaque fois qu'il y a jugement, le jugement est reporté. Je pense que le dernier jugement, ce sera ce jeudi-là. Aucun avis. On ne fait que dire qu'on a reporté le jugement. Et je me dis aujourd'hui, si le terrain-là appartenait à ces messieurs-là, depuis 2018, je ne pense pas que quelqu'un puisse acheter un terrain à 60 millions et le laisser en jachère pendant des années sans pour autant le construire. Nous demandons l'aide des autorités, qu'ils prennent en charge ce dossier qui, depuis 2018, est au tribunal. De preuve de force qui se fait aujourd'hui entre des citoyens lambda et des citoyens qui ont peut-être un bras long au niveau du gouvernement pour faire du n'importe quoi. Notre avocat a tous les documents disponibles qu'il peut mettre dans les mains de la justice. Le titre foncier 1393, je pense qu'il vient bien avant le titre foncier 1648. Si c'est le même site, nous voulons que justice soit faite. Allons à présent à Sédhiou pour parler de cette sortie des populations des communes de Bambali et Diatakunda. Elles réclament la construction d'un pont entre les deux villages pour relier les départements de Sédhiou et de Goudomp afin de désenclaver complètement la zone et ainsi booster le développement de la région de Sédhiou. Écoutons Mamadou Boy, président de la jeunesse de Bambali. Nous sommes réunis aujourd'hui pour évoquer un projet d'une importance capitale pour notre développement local, la construction d'un point reliant Bambali à Diatakunda. Ce projet n'est pas simplement une infrastructure de plus, c'est une passerelle vers l'avenir, un levier de cohésion sociale, d'intégration économique et de facilitation des échanges entre nos populations. Aujourd'hui, l'absence de ce pont constitue un véritable frein. En saison des pluies, les déplacements deviennent presque impossibles. Les élèves, les malades, les femmes, les autorités, etc., tous, un jour ou l'autre, ont connu l'angoisse de cette traversée. Construire ce pont, c'est désenclaver nos deux villages, accélérer les échanges commerciaux, faciliter l'accès aux services essentiels et renforcer les liens sociaux et familiaux entre nos deux villages, Bambali et Diatakunda. Nous, population de Bambali et Diatakunda, avons trouvé une alternative que nous comptons soumettre aux autorités étatiques, c'est-à-dire la réduction de la distance qui sépare les deux rives de 5 km à 3 km 15. Alors, si le pont se réalise, au lieu de 45 minutes de voyage, nous aurons juste 3 à 5 minutes de course. À Tambacounda, colère des habitants de Gourel-Bari de la commune, excédés par le manque d'électricité. En sit-in hier dans leur quartier, ils ont dénoncé le mépris des autorités municipales et ont promis de manifester. Leur porte-parole, Moussa Conté, est le président du conseil de quartier. Il est avec Papousseinou Diallo. Nous, population du quartier Gourel-Bari de la commune de Tambacounda, voulons du courant. Les lampes à pétrole sont toujours en vogue dans notre quartier. Gourel-Bari est le seul quartier non encore électrifié parmi la trentaine que compte la commune de Tambacounda. Nous souhaitons des réactions immédiates des autorités, car cette situation compromet les études des enfants du quartier, dont certains se contentent de clair de lune pour étudier la nuit. Outre les foyers, l'école élémentaire, le commerce et la mosquée sont également impactés par le manque d'électricité. Ce manque d'électricité est à l'origine de l'insécurité galopante dans le quartier, avec ses lots de vols, cambriolages et viols, des poteaux électriques à foison, mais avec une quasi-inexistence d'un éclairage public. Nous dénonçons le mépris dont font montre les autorités municipales et étatiques à notre endroit. Nous sommes en train de nous organiser pour une manifestation. 12h15, ce jeudi 24 avril marque le démarrage de la semaine mondiale de la vaccination entre le 24 et le 30 avril. Donc, un moment de plaidoyer envers les populations pour le respect du calendrier vaccinal.
Le programme élargi de vaccination se porte très bien au Sénégal avec une couverture de 90% au niveau national, avec cependant des zones rouges comme Matam, Tambacounda et Kédougou. Pour les pédiatres, les vaccins contre le cancer du col appelé HPV sont toujours rejetés par une partie de la population. Salimata Aou. C'est parti pour une semaine de campagne pour une meilleure couverture vaccinale. Au Sénégal, les chiffres sont satisfaisants. Selon le coordonnateur du programme élargi de vaccination, 90% des cibles sont touchées, mais des réticences sont toujours notées dans certaines régions du Sénégal. Dr Ousseynou Badiane. Mais à la fin de cette année, nous avions réalisé une enquête de couverture vaccinale qui a montré que l'objectif de couverture qui était de vacciner 90% des enfants par antigène a été largement atteint pour la plupart des antigènes tracés au niveau national, mais aussi dans la plupart des régions. Il y a quelques régions seulement qui posent problème, c'est essentiellement la région de Tambacounda, la région de Matam et la région de Kédougou, où on peine à atteindre ces objectifs de couverture vaccinale. Et des plans de relance sont en train d'être mis en œuvre pour pouvoir améliorer ces couvertures au niveau de ces zones, mais aussi maintenir les acquis dans toutes les autres régions. À chaque fois que les taux de couverture baissent, les épidémies ressurgissent, comme la rougeole, d'où l'appel du docteur Jean-Baptiste Diouf, pédiatre à l'hôpital Roi-Baudouin, surtout avec le vaccin contre le cancer du col. Et vous savez que chaque fois que les taux de couverture vaccinale baissent, il y a des flambées épidémiques. Donc il y a des maladies qui reviennent chaque fois que les taux de couverture vaccinale baissent. Au Sénégal, on a vu dernièrement qu'il y a eu beaucoup de cas de rougeole. Et il y a même certains districts qui ont été sous épidémies, qui ont été en épidémie parce que tout simplement les taux de couverture vaccinale contre la rougeole ont baissé, et ce qui a fait qu'il y a eu une campagne nationale de vaccination de masse au mois de décembre contre la rougeole. Mais fi mu gën a méttee ci vaccin HPV la, surtout HPV, le vaccin contre cancer du col. Foofu vraiment dañu am ay taux yu gën a baax. Les rétentions de données ont beaucoup impacté les statistiques de cette année. Le docteur Badiane invite les populations à s'investir pour une couverture vaccinale qui, selon l'OMS, sauve 6 vies par minute depuis 1974. RFM. L'actualité internationale. Le journal international avec vous, Georges Détié Diop, bonjour. Bonjour Souleymane. Présidentielle ivoirienne du 25 octobre prochain, la justice tranche aujourd'hui dans l'affaire opposant Valérie Yapo à Tidiane Thiam. La requête de Valérie Yapo remet en cause la légitimité de Tidiane Thiam à la tête du PDCI, dont elle demande la mise sous tutelle. La justice va-t-elle enfoncer le clou 48 heures après la radiation de Tidiane Thiam de la liste électorale? Affaire en tous les cas à suivre. En attendant, les députés du PPACI se montrent solidaires du PDCI. Ils disent s'en tenir au comité central du parti prévu samedi prochain. Laurent Gbagbo, il faut le rappeler, avait annoncé qu'il donnerait un mot d'ordre à ses militants les jours à venir. Là-dessus, le président du groupe parlementaire PPACI, Hubert Oulaye. Nous, députés du groupe parlementaire PPACI, avons choisi de ne pas entrer à l'hémicycle pour protester contre la non-inscription du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Cette posture est la suite logique de notre appel du mercredi 19 mars, qui visait à alerter l'opinion nationale et internationale sur les dangers graves que fait courir le pouvoir RHDP sur la paix sociale à quelques mois seulement de l'élection présidentielle. Mais dans son entêtement à vouloir confisquer le pouvoir à tout prix, y compris d'une énième crise électorale aux conséquences imprévisibles, le pouvoir RHDP a envoyé un message clair hier à travers la justice, qui a ordonné la radiation du nom de M. Tidiane Thiam, président du PDCI, de la liste électorale, alors même que celui-ci y figurait déjà et a été désigné comme candidat de son parti, le PDCI, à l'élection présidentielle. Face à cette forfaiture, nous avons décidé, en tant que groupe parlementaire, de nous en remettre au comité central du PPACI, convoqué par son Excellence le Président Laurent Gbagbo pour le samedi 26 avril prochain, et dont les décisions nous indiqueront la conduite à tenir.
Ce matin, le gouvernement a déclaré dans un communiqué qu'aucun désordre ne sera toléré en référence à la marche du PDCI et au mot d'ordre que le PPACI prévoit de lancer. La Côte d'Ivoire qui réagit aux accusations du Burkina Faso. Des accusations de complot portées contre Abidjan par les autorités burkinabées. Ces dernières accusent la Côte d'Ivoire d'abriter ses ennemis et d'être la base arrière d'un complot dans le but de semer le chaos au Burkina Faso. Plus de détails, Gobi Ayabi. Quand on est à la tête d'un pays, il faut être sérieux. Tels sont les propos d'Amadou Coulibaly, ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement ivoirien, à l'issue du Conseil des ministres. Il répondait ainsi aux accusations portées contre la Côte d'Ivoire par le Burkina Faso voisin, qu'il accuse d'abriter ses ennemis. Pour ce qui est de l'accusation du Burkina, je ne sais plus à laquelle accusation on est. J'attends encore les preuves de la dernière accusation. Peut-être qu'il y en aura d'autres. Je n'ai pas de commentaire à faire. Parfois, surtout quand on est à la tête d'un pays, il faut être sérieux. Je vous remercie. Pour rappel, lundi 21 avril dernier, le ministre burkinabé de la Sécurité, Mahamadou Sana, avait annoncé sur les antennes de la télévision nationale burkinabé la préparation d'un grand complot contre le Burkina dans le but de semer le chaos, ajoutant que les cerveaux à l'extérieur du pays ont été tous localisés en Côte d'Ivoire. Les autorités burkinabées ont à plusieurs reprises pointé du doigt la Côte d'Ivoire et en réponse, le gouvernement ivoirien exige les preuves de ces accusations. Gobia Yabi, Abidjan, RFM. Au Bénin, le bilan officiel de l'attaque du JNIM contre 2 postes avancés dans le nord du pays. 54 militaires tués selon une déclaration du porte-parole de l'exécutif hier à l'occasion du Conseil des ministres. L'attaque s'est produite le 17 avril dernier. Le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans affiliés à Al-Qaïda a revendiqué l'assaut dans un communiqué diffusé 2 jours plus tard. La crise dans l'est de la République démocratique du Congo, le Rwanda salue l'accord de cessez-le-feu signé entre la RDC et le M23, accord qualifié de pas important, voire décisif. Kigali y voit une opportunité historique pour stabiliser l'Est congolais, mais à condition d'une mise en œuvre sincère. L'accord de cessez-le-feu a été signé à l'issue de discussions facilitées par le Qatar. Merci, Georges Détié-Diop. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Dans notre rubrique Point de vue, nous reviendrons sur la décision du Conseil constitutionnel sur la loi portant interprétation de la loi d'amnistie, loi dont l'article 1er a été jugé contraire à la Constitution du Sénégal. Débat à suivre avec nos 2 intervenants du jour. Maurice Soudiek-John, professeur agrégé de sciences politiques à l'université Gaston Berger de Saint-Louis, et le docteur Mohamedou Ba, juriste, enseignant, chercheur à la faculté des sciences juridiques et politiques de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. RFM Sport. L'actualité des sports, c'est avec vous, cher Tidiane Diagne. Bonjour. Bonjour à vous, Souleymane Niang. Football local pour démarrer. 20e journée de la Ligue 1. Le Giraffe pour se détacher cet après-midi. Oui, son match est prévu pour cet après-midi à partir de 17h au stade municipal de Yoff et ce sera contre Oslo. Les Béninois qui pourraient, en cas de succès, devancer de 6 points l'Union sportive de Gorée. Voici d'ailleurs le directeur exécutif du club de la Médina, Cher Sidiba, que nous avons joué ce matin. C'est un match qu'on aborde avec beaucoup de sérénité, avec beaucoup de confiance et le discours qu'on a tenu aux gosses, c'est de leur dire que tous les matchs qui nous restent seront des finales et donc ce seront des matchs à gagner. Donc aujourd'hui, il faut entamer ce match avec beaucoup de sérénité, avec beaucoup d'envie, avec beaucoup d'abnégation et être premier sur tous les ballons, gagner tous les duels et essayer d'être performant en attaque. Aujourd'hui, on sait qu'on aura en face de nous une équipe hyper motivée, une équipe de Oslo qui se bat pour ne pas descendre en Ligue 2, qui viendra avec beaucoup de rigueur, beaucoup de hargne. Et donc, c'est à nous de prendre le jeu à notre compte, d'imposer notre façon de jouer à cette équipe d'Oslo. Mais je pense qu'aujourd'hui, si on arrive à prendre les 3 points, ça me permettra de creuser encore l'écart entre nos poursuivants. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est un match important que nous allons aborder avec beaucoup de sérénité, beaucoup de calme, mais avec beaucoup d'humilité aussi. Cher Sidiba.
le directeur exécutif du club du Giraffe de Dakar. Il faudra noter que Giraffe Oslo est prévu pour cet après-midi à 17h au stade municipal de Yoff à la même heure, mais cette fois-ci au stade Alassane Djigo, c'est à Pikine, AS Pikine justement, et accueille Walidan de Thiès. Hier, à l'entame de cette 20e journée, Teungueth FC et AGEL de Rufisque dans le derby rufisquois. C'est plutôt Teungueth FC qui remporte donc la mise 2-0. La Linguère de Saint-Louis qui domine le Casa Sport de Ziguinchor 4-3. Dakar Sacré-Cœur et GFC, Guédiawaye Football Club ont fait match nul, un but partout. HLM de Dakar et Sonacos ont également fait match nul, 0 but partout. 2-0 pour l'Union Sportive de Ouakam lors de son opposition avec Génération Foot. Et puis Diamant de Fatigue qui se relance grâce à sa victoire sur l'Union Sportive de Gorée. 1-0. Pour ce qui concerne la Ligue 2 également, c'était la 20e journée. Il faudra noter que le Stade de Mbour domine les débats et reste en tête avec 3 points d'avance sur l'Union Sportive sur l'AS Douanes plutôt. Championnat africain de football scolaire. Les Lionceaux U15 du Sénégal ont vaincu ce matin à Accra au Ghana la RD Congo sur le score de 3-0. Les Lionceaux qui joueront tout à l'heure à 13h leur deuxième match de la journée. Ce sera cette fois-ci contre la Côte d'Ivoire. Hier, à l'entame du tournoi, ils avaient concédé le match nul, un but partout. C'était face à l'équipe de la Tanzanie, Suleiman. Retour sur le tirage au sort de l'afro-basket féminin. Le Sénégal connaît ses adversaires. Justement, ce tournoi qui va se dérouler à Abidjan, c'est en Côte d'Ivoire. Le Sénégal dans le groupe C, en compagnie de l'Ouganda et de la Guinée. Les Lions record women de sacre dans cette compétition avec 11 vont tenter de renouer avec un titre qu'elles n'ont plus remporté depuis 2015. Voici la réaction de Raoul Toupane, le directeur technique national, des propos recueillis par Youssouf Bodian. Avec le tirage du Sénégal, on ne pouvait pas espérer mieux. L'Ouganda et la Guinée sont des équipes qui sont largement à la portée du Sénégal. Mais il faudra faire attention. Parce que lors du dernier Afro-Basket, l'Ouganda a battu le Sénégal. C'est une occasion pour nous de régler cette dette. Mais il faut se dire que la compétition ne s'arrête pas à ces 2 matchs-là. Les ambitions du Sénégal vont plus loin. Ne pas sous-estimer ces 2 équipes pour éviter des surprises. Ensuite, se focaliser sur les principales prétendantes au titre que sont le Nigeria, le Mali et la Côte d'Ivoire. Sur le plan de la préparation, un programme a été établi qui a été soumis à la tutelle. Donc nous attendons le retour de la tutelle. Pour le moment, nous ne pouvons pas trop en parler, mais nous avons anticipé tout cela. Basketball toujours, Radwan Slimane, le capitaine de US Monastir de la Tunisie. Il a participé à toutes les saisons de la BAL et a remporté le trophée en 2022. Il était en conférence de presse ce matin à Dakar, à l'avant-veille donc du démarrage de cette 5e saison de la BAL. Nous l'écoutons, des propos recueillis par Sodakam. Cette ligue, elle progresse chaque année énormément. À mon avis, elle va être l'une des plus fortes ligues dans le monde dans les prochaines années. On est content qu'on a une bonne équipe cette année. On espère, Monastir, on a fait 2 finales, on a gagné une. J'espère qu'on fait la 3e finale et pourquoi pas le 2e titre. À noter que AS Ville de Dakar va représenter donc notre pays dans cette compétition dont le démarrage est prévu pour le samedi à venir. Ce sera au Dakar Arena. Merci, cher Merci à vous, Suleiman. La revue de presse avec Youssouf Bodian. Bonjour. À la une, le rejet de la loi interprétative de la loi d'amnistie. Le Conseil constitutionnel a rendu sa décision hier suite à un recours de l'opposition parlementaire. L'Observateur met à sa une la décision des sages, je cite, « L'article 1er de la loi numéro 8/2025 adoptée par l'Assemblée nationale en sa séance du 2 avril 2025 est contraire à la Constitution. Autre argument des sages, le législateur ne saurait, par une loi dite interprétative, faire obstacle à la répression de crimes imprescriptibles. Les 5 sages récusent donc l'interprétation, titre Sud Quotidien. Une décision diversement appréciée, relève Le Soleil. Une décision sans interprétation, titre Le Quotidien, qui rapporte la réaction d'Ousmane Sonko, je cite, « Cette décision est un revers pour une certaine opposition haineuse », fin de citation. Pour l'APR, le parti de l'ex-président Macky Sall, c'est un désaveu cinglant pour le président et son premier ministre.
Thierno Alassane Sall, quant à lui, estime que l'abrogation partielle de l'amnistie est impossible. L'initiateur de la loi interprétative, le député Amadou Ba, considère dans Le Soleil que c'est la fin de l'impunité, ce qui fait dire à Vox Populi que les sages disent le droit, opposition, pouvoir et société civile crient chacun victoire. Les deux camps s'accusent mutuellement de manipulation. Il y en a un qui plaisante de l'avis de Source A. En tout cas, l'opposition crie victoire, titre l'Info, qui donne la parole au député Anta Babacar Ngom, qui estime que cette décision courageuse réaffirme la primauté du droit et la nécessité d'une justice équitable pour tous. Le Quotidien, de son côté, parle d'un cinglant revers du régime en place. Les sages adoptent le camouflet selon l'AS. Pour les Échos, les sages rétorquent Pastef. Tribune considère que les sages renvoient Amadou Ba et Pastef à l'école constitutionnelle. Pour Walf Quotidien, les sages freinent Pastef. Le journal donne la parole à des analystes politiques. D'abord, Aldjouma Touré, docteur en droit privé et sciences criminelles, qui considère que la loi d'amnistie de 2024 devient pleinement applicable. Ensuite, Jean-Charles Biagui, enseignant-chercheur en sciences politiques, pour qui cette décision donne du crédit aux partisans de l'abrogation pure et simple. Pendant ce temps, 5 ministres de l'ancien régime envoyés devant la Haute Cour de justice témoins les qualifient de 5 majeurs de la première corvée. Il s'agit de Moustapha Diop et Salimata Diop, dont la levée de l'immunité parlementaire devrait être votée le 2 mai. Mansour Faye, Aïssatou Sophie Gladiman et Ismaël Madior Fall, l'ancien ministre de la Justice qui serait au centre d'un dossier de corruption présumée, révèle Libération. Le journal parle d'un témoignage accablant d'un entrepreneur confirmé par le directeur des constructions des palais de justice. Je suis surpris de voir mon nom sur cette liste, réagit l'ancien garde des Sceaux dans Le Témoin, le journal qui annonce que l'Assemblée nationale vote la mise en accusation le vendredi 8 mai. La plupart des 5 ministres sont poursuivis pour des détournements de fonds de Covid-19. Des hommes d'affaires sont aussi poursuivis, parmi eux Moustapha Ndiaye, Hachem Ryan, Mohamed Dian, qui sont dans le viseur de la justice. Selon enquête, le juge veut recouvrer 2,7 milliards de francs CFA, ce qui fait dire au journal que c'est la chute des barons du riz. L'observateur précise que Rayad Hachem, propriétaire de Planète Kebab, a payé 1,8 milliard de francs CFA et Moustapha Ndiaye, importateur de riz, 700 millions de francs CFA. En sport, Record consacre sa une à la suite de la 20e journée de Ligue 1 sénégalaise. L'US Gorée chute, le Jaraaf de Dakar pour se détacher cet après-midi. Et cette mauvaise nouvelle à la une de l'Observateur, Hassan Diao blessé, il sera absent pour une durée de 2 mois, fin de saison pour la pépite sénégalaise qui évolue à Com en Série A italienne. Bonne lecture à tous. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous ? Bienvenue dans notre rubrique Point de vue à 12h, bientôt 33 minutes. Comment lire et comprendre la décision du Conseil constitutionnel publiée hier relative au recours introduit par un certain nombre de députés contre la loi portant interprétation de la loi d'amnistie. Et vous le savez, cette décision, c'est essentiellement que l'article 1er de la dite loi est contraire à la Constitution du Sénégal. Pour tenter de répondre à cette question centrale, nos deux invités du jour, le professeur Maurice Soudjek-John, professeur agrégé de sciences politiques à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Professeur Maurice Soudjek-John, bonjour. Bonjour Souleymane. Nous sommes également avec le docteur Mohamedou Ba, juriste, enseignant-chercheur à la faculté des sciences juridiques et politiques de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Docteur Ba, bonjour. Bonjour Souleymane. Alors, il y a plusieurs manières de lire, plusieurs grilles de lecture de cette décision du Conseil constitutionnel. Mais professeur Maurice Soudjek-John, on peut commencer peut-être par une lecture globale. Que dit cette décision sur la santé de notre justice, sur le fonctionnement de nos institutions? Quelle appréciation générale en faites-vous avant d'entrer dans le détail? Je pense que c'est une décision importante, intéressante, très pertinente que l'on attendait avec beaucoup d'impatience, qui s'inscrit dans la logique de ce que le Conseil constitutionnel a fait en 2024 au regard de l'élection présidentielle avec
tous ces rebondissements rocambolesques, le Conseil constitutionnel, encore une fois, a fait montre d'une jurisprudence prétorienne en censurant cette loi dite interprétative, mais qui en réalité n'en était pas une, car elle était une loi modificative et non point interprétative. Et donc une loi nouvelle qui a été censurée par le Conseil constitutionnel en vertu du principe de la non-rétroactivité des lois pénales plus sévères. On reviendra avec vous sur une lecture, disons, un peu plus politique, sinon politiste, de cette décision. Mais avant cela, la lecture purement juridique avec vous, docteur Mohamedou Ba. Que dit cette décision et quels sont les fondements juridiques sur lesquels le Conseil constitutionnel s'est reposé pour prendre cette décision? Alors, par rapport à cette décision, nous la saluons d'abord, car cela réaffirme que dans un état de droit, la justice doit constituer un pôle sûr qui doit rassurer lorsque, surtout, par des mécanismes politiques, une majorité parlementaire rencontre, l'exécutif, comme c'est le cas actuellement au Sénégal. Et dans ce cas, un certain nombre de questions ont été très tôt posées, allant dans le sens de dire d'abord que le Conseil ne pouvait pas être compétent pour une loi dite interprétative, essayant de faire une distinction entre des lois qu'on doit déférer au Conseil et d'autres qui ne peuvent pas l'être. Sur ce plan, l'avis du Conseil a été très clair et très simple. Le Conseil est compétent pour toute loi. Ça, quand même, ça a été un rappel fort. Alors, l'autre rappel également, ça a été vraiment de soulever le caractère rétroactif ou non d'une loi pénale. D'aucuns même sont allés jusqu'à dénier à la loi d'amnistie, portant amnistie, je veux dire la loi initiale, qu'elle n'était pas au fond une loi pénale. D'autres même ont fait une distinction en disant que c'était une loi pénale de forme et non de fond. Alors, par rapport à tout ce grand débat-là, le Conseil a dû dire que non seulement c'est une loi pénale, mais que si cette loi d'amnistie passe, ou plutôt cette loi interprétative, ou dite interprétative, passe en l'état, ça aurait été une loi pénale plus sévère et une loi nouvelle, ce qui interdit le principe de sa rétroactivité. Donc c'est autrement dit que la loi pénale, ou plutôt la loi portant amnistie initiale, est une loi pénale, et que si une nouvelle loi venait à abroger ou à changer en tout cas la loi initiale, cette loi ne pourrait pas du tout rétroagir du fait de sa sévérité. Et enfin, le Conseil a rappelé, car là aussi ça a été l'exposé des motifs de la loi dite interprétative consistant à invoquer des accords et traités internationaux pour dire que cette loi portant amnistie initiale les aurait violés et qu'il fallait rétablir le principe de la hiérarchie de ces actes par rapport à nos lois internes conformément à l'article 98, ce qui était une lecture fallacieuse. Le Conseil a rappelé le caractère imprescriptible des infractions, notamment des crimes liés à ces textes-là et que, aucune loi ne pourrait y déroger, fût-elle une loi d'amnistie. Donc voilà les moments forts au plan juridique, comprendre au niveau juridique concernant la décision du Conseil constitutionnel. Mais éclairez davantage notre lanterne quand le Conseil constitutionnel dit que l'article 1er de la loi 08-2025 adoptée par l'Assemblée nationale en sa séance du 2 avril 2025 est contraire à la Constitution et l'article 2 de la décision, c'est la présente décision sera publiée au journal officiel de la République et partout où besoin sera. Est-ce que cela veut dire que la loi dans son ensemble est rejetée, tombe en conséquence? Mais absolument, c'est des articles qui sont indivisibles, qui vont ensemble. Donc, si l'un de ces articles est rejeté, notamment l'article qui porte la requalification d'un certain nombre de faits, dès que cet article est rejeté, écoutez, la loi perd sa base. On ne peut pas du tout la maintenir. Donc, on ne peut pas dissocier les articles. Globale, tout à fait, une annulation globale et complète pour le tenir comme ça. Professeur Maurice Soudieck-Dione, venons-en maintenant à l'interprétation
politique qui a été faite de cette décision. De part et d'autre, on a eu plusieurs réactions. Les plaignants, ceux qui avaient saisi le Conseil constitutionnel, pour tout dire, une grande partie de l'opposition crie victoire et parle de rejet pur et simple de la loi. PASTEF parle également de victoire dans le sens où, dans les considérants, le Conseil constitutionnel a rappelé à la loi, en précisant que les crimes de sang, les traitements dégradants, inhumains, etc., échappaient à une loi d'amnistie. C'était des crimes imprescriptibles. Et une partie de l'opinion parle de, de jugement à la Salomon, c'est-à-dire la poire a été coupée en deux. Que faut-il retenir politiquement de cette décision? Qui a raison, qui a tort, ou est-ce que tout le monde a raison à la fois? Oui, en réalité, je pense qu'il faut peut-être revenir à la subtilité du raisonnement du Conseil constitutionnel, parce que si vous remarquez bien, le Conseil a considéré qu'en réalité, la loi d'amnistie n'avait pas besoin d'être interprétée, parce que d'après le raisonnement du Conseil, cela est évident que les crimes qui sont liés donc aux engagements internationaux du Sénégal dans le cadre des instruments juridiques adoptés à travers le système des Nations Unies ou de l'Union africaine ne faisaient pas partie, ces crimes internationaux ne faisaient pas partie du domaine de définition de l'amnistie. Donc, dès l'instant que ça ne fait pas partie du domaine de définition de l'amnistie, ça veut dire qu'à l'origine, on n'avait pas besoin de loi interprétative parce que de toute façon, ces faits-là étaient d'office exclus. Et le juge poursuit son raisonnement en précisant qu'on exclut en réalité ces éléments de la loi d'amnistie, eh bien, la loi interprétative 08-2025 viole la Constitution. Donc, de ce point de vue-là, on peut pas dire que les tenants du pouvoir ont raison, parce qu'en quelque sorte, le Conseil leur a dit qu'il n'y a pas lieu d'interpréter, parce que de toute façon, la loi d'amnistie écarte les faits qui sont visés comme étant des crimes imprescriptibles prévus et punis par les traités internationaux que le Sénégal a signés. Et d'autre part également, le Conseil a rejeté donc à la fois l'alinéa 1 et l'alinéa 2 de l'article 1er de la loi 08-2025. Donc de ce point de vue, on ne peut pas dire qu'il y a une victoire d'un camp ou d'un autre. Je pense qu'aujourd'hui, c'est la victoire du droit parce que le Conseil a eu un raisonnement pertinent et subtil en disant que de toute façon, les faits criminels attachés au droit international ne font pas partie du domaine de définition de l'amnistie et que donc il n'y avait pas lieu d'introduire une loi d'interprétation. Et d'autre part également, l'opposition a aussi posé le principe de la non-rétroactivité des lois pénales plus sévères et le juge a accédé à cette demande principalement sur cette base. Je crois qu'aujourd'hui c'est la victoire du droit, ce n'est pas la victoire d'un camp. Il faut le comprendre ainsi parce que le Conseil joue un rôle de régulation parce qu'il y a toujours une politisation du droit et une juridicisation de la politique et il faut trouver un juste milieu, un savant dosage pour qu'on ne soit pas dans un système de gouvernement des juges, mais qu'on puisse avoir un veto des sages afin de réguler judicieusement le fonctionnement des interactions politiques. Et pour vous, que disent ou que prédisent les dernières décisions prises par le Conseil constitutionnel, y compris le rejet du troisième mandat sur l'avenir de cette institution, de cette haute juridiction? Est-ce qu'on peut considérer qu'on est revenu à une certaine orthodoxie de façon durable, d'après vous? Ou y a-t-il des menaces qui planent encore sur l'indépendance de la justice, y compris sur cette haute juridiction? Je pense que le Conseil constitutionnel, en réalité, semble avoir opéré un revirement jurisprudentiel à travers l'affirmation d'une perspective prétorienne dans la manière de dire le droit.
Mais en réalité, le Conseil n'a fait que se reconnecter avec sa jurisprudence antérieure. N'oubliez pas que déjà, dans sa décision 5C93, le Conseil constitutionnel avait déjà mis en avant des règles extrêmement importantes dans le contentieux électoral, la règle de la succession et non du cumul des contrôles, la primauté de la lettre sur l'esprit, la jurisprudence utilitariste où il s'agit d'apprécier les irrégularités non point in abstracto mais in concreto selon les circonstances de l'espèce, en faisant primer toujours la volonté des électeurs. Donc tout cela montre que le Conseil a eu à faire montre d'une certaine indépendance, d'un certain dépassement des clivages pour réguler le jeu politique. Et aujourd'hui, il semble que le Conseil retrouve un peu cette jurisprudence prétorienne qui avait été initiée déjà dans sa décision C593, donc lors des élections présidentielles et législatives qui se sont déroulées en 93. Merci. Donc ce n'est pas nouveau, le Conseil ne fait que réaffirmer en réalité sa jurisprudence antérieure. Merci, professeur Maurice Soudieck-Dione, professeur agrégé de sciences politiques à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Docteur Mohamedou Ba, je rappelle que vous êtes juriste, enseignant-chercheur à la faculté des sciences juridiques et politiques de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Au plan juridique, est-ce qu'on peut parler, en appréciant la décision, encore une fois, du Conseil constitutionnel hier, est-ce qu'on peut dire que le Conseil a tranché dans un sens ou dans un autre, ou simplement a-t-il tranché au milieu pour que chacun puisse tirer la couverture sur soi? Alors, bon, sur ce plan, je dirais que le Conseil s'en est tenu à dire le droit. Sa décision a été dense. C'est vrai que c'est un organe dont le rôle est de parfois réguler le jeu des institutions. Ça peut même glisser vers un petit compromis, comme ce fut le cas lors des élections passées concernant des dépôts de listes où il y avait quand même quelques irrégularités, c'est vrai, mais également que ce Conseil peut parfois jouer un rôle purement juridique et juridictionnel, comme s'y attendre, et que la décision d'hier, quand même, regorge d'arguments, regorge de raisonnements, regorge de procédés en fait, dans lesquels nous, juristes, nous reconnaissons. On sent beaucoup plus la parole d'un juge, la juridiction, c'est-à-dire dire le droit plutôt que de rentrer dans un quelconque conflit. On vous entend à peine, peut-être. Voilà. Juste une dernière question par rapport à la prochaine étape. Est-ce qu'il y a des... alors, si je ne m'abuse, la décision du Conseil constitutionnel est insusceptible de recours. Corrigez-moi si je me trompe, mais est-ce qu'il y a d'autres solutions offerte à la majorité parlementaire qui avait introduit cette loi portant interprétation de la loi d'amnistie et dont l'article 1er a été rejeté comme anticonstitutionnel par le Conseil constitutionnel hier. Que peut faire la majorité parlementaire où elle n'a d'autre choix que de se plier à la décision du Conseil? Absolument, absolument. Reprendre toute la procédure depuis le départ. Sinon, vous l'avez vous-même dit, à partir de la Constitution, la loi organique qui porte création du Conseil constitutionnel, c'est des décisions qui sont insusceptibles de faire l'objet d'un recours. Du coup, on peut considérer que la décision est nulle, annulée, et puis il faudrait reprendre toute la procédure législative, parlementaire, pour initier peut-être ou proposer une autre loi et se conformer au vu du Conseil. Merci à tous les deux pour vos éclairages. Je rappelle que nos deux intervenants du jour étaient le professeur Maurice Soudieck-Dione et le docteur Mohamedou Ba, qu'on va retrouver tous les deux dans la version Wolof de ce débat. À 12h49, c'est la fin de cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. Merci à toute l'équipe qui l'a préparée et réalisée, à la rédaction en chef Georges Détié Diop, chef d'édition Awambaï, Mamas Toukan à la réalisation, à la mise en onde Kader Lo, et à la production Abdou Thiam.
À 13h, vous avez rendez-vous avec Boubacar Dian pour le grand journal en Wolof. Excellente suite des programmes sur la radio Futur Média. Au revoir.